Bien. Sachez que dans ce cours, je vais citer les termes qui sont issus de ces deux ouvrages, donc, à savoir l'Atlas de la terrariophilie, volume 2, Les tortues terrestres et aquatiques, de Animalia Éditions. Et puis il y aura aussi des termes qui sont issus de ce livre, un petit livre qui s'intitule Les tortues terrestres, des éditions De Vinci. Sachez que je ne compte pas me permettre de reformuler les termes qui sont issus de ces deux ouvrages. Alors déjà, parce que je ne présume pas être aussi compétent que les personnes qui ont mis en évidence certains sujets, notamment en ce qui concerne l'Atlas, qui, je le rappelle, a été rédigé par Roger Bourg, Jérôme Marant, Sébastien Métrélier, Denis Mossiman et j'en passe, qui sont selon moi des icônes dans leur domaine et envers qui j'ai une haute estime intellectuelle. Mais également parce qu'ayant pris connaissance à maintes reprises des sujets issus de ces ouvrages, je ne me prétends pas être le mieux placé pour me permettre de reformuler leurs propos, étant donné que je considère leur travail, du moins leur écrit, comme étant respectable et compréhensible. Pour autant, afin de correctement traiter le sujet de la morphologie et de la physiologie d'une tortue, et vous pouvez d'ailleurs sûrement vous en douter, je n'ai pas pris la liberté de prendre uniquement les connaissances d'un seul et même ouvrage. Il était important pour moi de croiser les sources, du moins de réussir à récolter plusieurs écrits sur un sujet en particulier, afin, disons, de mieux pouvoir vous l'enseigner. À commencer par les écrits de Jérôme Marant, qui est une personne envers qui j'ai une haute gratitude, puisque c'est tout de même grâce à lui que j'ai pu en arriver là, celui qui m'a transmis à travers ses documentaires le goût de la science, notamment la science de la vie, du vivant, puis plus précisément des tortues, qui, je le rappelle, a été mon premier champ d'intérêt scientifique, d'exploration puis d'apprentissage, et pour finir dans ma volonté de transmettre des connaissances liées à ces merveilleux petits êtres. Comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo qui portait un peu plus sur ma personne, cet intérêt à la science a suscité l'expansionnisme de ma vocation d'enseigner. Que dire des sujets que je traite aujourd'hui, que ce soit la science étant fortement en lien avec l'herpétologie, qui est l'étude des reptiles puis des amphibiens, et enfin l'anthropologie, soit des études plus portées sur l'homme, sur notre espèce. Alors certes, ces deux disciplines scientifiques étant soulignées par de multiples réflexions philosophiques que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Cependant, dans ce cours, nous allons plus nous attarder, comme je l'ai précédemment évoqué, sur la morphologie ainsi que la physiologie des tortues. J'ai pu m'apercevoir que dans la multitude des études que j'ai précédemment réalisées, je ne me suis pas trop attardé sur ce sujet, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons nous attarder, non pas sur un seul ouvrage, mais sur l'association de données, comme je vous l'ai dit, issues de plusieurs sources, et ce, au service d'une thématique bien précise.
Bien. Alors, sachez qu'il me semble important de souligner que le petit ouvrage est assez intéressant, puisque ce dernier met en évidence les connaissances liées à la tortue de manière simple, compréhensible et constructive, que ce soit avec les tournures de phrases ou encore les schémas et photographies qui sont d'ailleurs appropriés au texte. Ainsi, cela permet de façon mémotechnique de mieux assimiler les connaissances de ce livre. C'est la raison pour laquelle je vais reprendre les termes issus de ces deux ouvrages dans ce cours, et la plupart de mes propos seront bien entendu majoritairement issus de ces écrits. Bien, nous allons alors commencer ce cours par le premier chapitre qui portera sur le métabolisme de la tortue et plus précisément sur sa carapace. Alors, si vous me demandez pourquoi, eh bien, je vous répondrai tout simplement qu'il s'agit là de l'élément qui caractérise le plus cet animal, et c'est sous cette singularité que je souhaiterais commencer sa description. Je commence d'ailleurs la description de cet animal par les écrits du livre Les tortues terrestres des éditions de Litchi, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés de savoir. Bien. Bien. Alors, sachez que la carapace s'avère être l'élément distinctif des tortues. Contrairement à l'idée étant communément admise, du moins par les novices, la carapace de la tortue fait partie intégrante de sa structure. De ce fait, nous ne pouvons pas la lui enlever, puisque cette dernière protège ses organes internes ainsi que sa physiologie. La structure rigide qui protège le corps de la tortue pouvant être associée à une sorte d'armure, ce que l'on nomme bien entendu la carapace. Il s'agit d'un élément distinctif de cette classe de reptiles, bien entendu. Toutes les tortues et uniquement les tortues possèdent une carapace. Alors certes, au fil de l'évolution, la carapace de certaines tortues s'est modifiée, réduite ou ajustée afin de mieux se familiariser avec son environnement. Pour autant, nous allons dans ce cours nous attarder davantage sur la carapace des Testudinidés ou encore des Hémididés, étant assez uniforme et facile à repérer. La carapace est composée de plusieurs parties que nous allons voir ensemble. Donc la partie dorsale, plus ou moins convexe, que l'on nomme juste ici la dossière. La partie ventrale, plutôt plate, que l'on nomme le plastron. Les deux hémisphères, la dossière et le plastron, sont unis le long du flanc de la tortue, que l'on nomme le pont osseux ou liaison ligamenteuse. La carapace possède deux ouvertures. Celle située à l'avant de la carapace permet de laisser sortir la tête ainsi que les membres antérieurs de la tortue. Enfin, la deuxième ouverture, celle située à l'arrière, permet aux membres postérieurs ainsi qu'à la queue d'être opérationnels. La carapace est constituée de deux strates. La couche la plus superficielle, très fine, est formée d'un matériau corné organisé de plaques séparées appelées écailles ou écussons, dont les pigments donnent à l'animal sa couleur caractéristique. Sous les écailles se trouve la structure osseuse plus épaisse cette fois-ci, qui assure à la carapace sa rigidité. La partie osseuse est constituée d'environ 60 plaques osseuses, c'est important de le savoir, qui sont reliées entre elles par des bords découpés appelés sutures. Du point de vue de l'évolution maintenant, ces os sont pour une part le résultat de la modification d'éléments osseux préexistants. La colonne vertébrale, les côtes, les os, la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne. Et pour une autre part, le produit de l'ossification des structures dérivées du tissu cutané, ce que l'on appelle les estéodermes.
Bon alors, curieusement, les bords des écailles ne correspondent pas aux bords des os sous-jacents de la carapace. Mais ils sont presque toujours décalés, même s'ils laissent dans l'os qui les soutient un sillon net. Je pense que c'est important de le savoir. Les bords des écailles, quant à elles, sont également appelés structures. Et ils sont en général assez visibles, même chez les individus âgés, il faut le savoir. Chez certaines espèces, la dossière ou le plastron sont dotés d'articulations, permettant ainsi à l'animal de fermer sa carapace hermétiquement, ce qui lui assure une meilleure protection. Chez les chéloniens des genres Cheura et Terrapène, que l'on appelle les tortues-boîtes, eh bien l'articulation se trouve sur le plastron, tandis que pour les tortues du genre Kinixis, eh bien elle est dorsale, soit sur la dossière, ce qui est unique chez les tortues. Chez ces animaux, l'articulation n'est pas présente chez les spécimens jeunes, mais se développe progressivement avec la maturité. Chez les femelles adultes de nombreuses espèces, entre autres la tortue moresque, la partie arrière du plastron est légèrement mobile pour favoriser la ponte. La carapace de la tortue plate d'Afrique orientale, soit la tortue crêpe, est particulière quant à elle, puisqu'elle est aplatie et tellement tendre qu'il est possible de la comprimer entre ses doigts, même pour les sujets adultes. Lorsque cet animal est agressé, au lieu de se retirer de cette carapace, eh bien, il s'enfuit et se faufile dans une fissure ou entre les roches. Puis, il insuffle de l'air dans ses poumons et gonfle sa carapace en s'encastrant ainsi dans les rochers de manière à ce qu'il devienne impossible de l'en extraire. Sa carapace est caractérisée par le fait que les os qui la composent sont éloignés les uns des autres et ne sont donc pas en contact entre eux. Outre qu'elle protège la tortue, la carapace assure également un point d'attache aux muscles des pattes et grâce à la dossière convexe, elle constitue une surface sur laquelle les rayons du soleil peuvent agir pour réchauffer l'animal. Par ailleurs, sa structure volumineuse donne suffisamment d'espace pour contenir les organes internes et pour accumuler les aliments et les liquides. Du fait de sa couleur, elle a presque toujours une fonction de camouflage car elle rend la tortue invisible pour ses prédateurs qui la confondent avec le paysage environnant. Pour ce qui est du développement de la carapace maintenant, eh bien, il est important de savoir que la partie osseuse de la carapace est très vascularisée et son développement se fait à la fois par des positions de nouveaux tissus osseux au bord de chaque plaque osseuse et par épaississement. Chez les animaux nouveau-nés, en général, les os ne sont pas en contact les uns avec les autres, mais avec la croissance, eh bien, ils finissent par se rencontrer et lorsqu'ils entrent en contact, eh bien, ils forment ce que l'on appelle les sutures. Le développement se poursuit au niveau des sutures, même lorsque l'animal est adulte, tandis que chez les sujets très âgés, eh bien, les sutures peuvent s'ossifier complètement en unissant les os et à ce moment-là, la croissance cesse. Les écailles se développant du fait de la déposition de nouveaux matériaux cornés au niveau de toute la surface inférieure opérée par des cellules particulières dites kératinocytes présentes sur la surface de l'os dermique. Je pense que c'est important de le souligner. Et au fur et à mesure que l'os se développe, eh bien, les kératinocytes se propagent latéralement de sorte que la carapace osseuse soit uniformément recouverte. Il semble d'autre part que la production de kératine soit plus importante
à la périphérie des écailles, de sorte que leur épaisseur n'augmente pas trop et reste uniforme. Chez de nombreuses espèces, eh bien, la croissance se fait par cycle et lorsqu'un cycle s'arrête, un anneau se forme autour de l'écaille cornée. Le nombre des anneaux permet de compter les cycles de croissance de la tortue. Bien. Sachez toutefois que cela ne correspond pas du tout au nombre d'années de l'animal. En une seule année, il peut en effet y avoir plusieurs périodes de croissance distinctes et donc la formation de plusieurs anneaux, ça va de soi. En outre, la partie superficielle des écailles peut s'user avec le temps, par abrasion mécanique par exemple, ce qui rend difficile voire impossible de compter le nombre d'anneaux. Les écailles ne coïncident pas avec les os de la carapace non plus. Une seule écaille peut en effet recouvrir des parties de plusieurs os dermiques. Et pendant que l'animal est en phase de croissance, eh bien, les relations entre une écaille et les os sous-jacents peuvent varier. L'aréole présente depuis la naissance, quant à elle, a tendance à rester attachée à la partie de l'os dermique sur laquelle elle se trouvait au départ. Il s'ensuit que souvent chez les individus adultes, l'aréole n'est plus au centre de l'écaille et que les anneaux de croissance peuvent être plus concentrés d'un côté et plus espacés de l'autre. Ça peut arriver. Les modalités de croissance des écailles peuvent influer ainsi sur la pigmentation de la croissance. Chez les tortues étoilées d'Inde par exemple, à la naissance, la mélanine est répartie dans l'écaille d'une manière irrégulière et petit à petit, tandis que l'écaille se développe, eh bien, les amas de mélanine se propagent vers l'extérieur en formant ainsi des bandes radicales qui donnent un dessin en étoile, caractéristique de cette espèce d'ailleurs. Au contraire, chez la tortue charbonnière à pattes rouges, eh bien, la dossière est claire à la naissance et la mélanine est produite d'une manière uniforme autour de l'aréole. C'est la raison pour laquelle les individus adultes abordent des couleurs, disons, plutôt noires, à l'exception d'une tache jaune présente sur la carapace, donc qui est bien entendu l'aréole. Bien. D'ailleurs, pour info, la plus petite tortue terrestre est sud-africaine. Il s'agit de l'Homo pucinatus, soit l'homopode marqué, avec ses 8,5 cm de longueur maximum. Et la tortue la plus grande est la tortue d'Aldabra, de son nom scientifique Aldabrachelys gigantae ou Geochelon gigantae,
soit la tortue géante des Seychelles, et la longueur maximum de ces tortues est de 140 cm, tandis que le poids maximum est de 254 kg. Bien. Maintenant, pour celles et ceux qui voudraient savoir comment on mesure précisément la longueur d'une tortue, eh bien, il faut tout d'abord réussir à évaluer ce que l'on appelle la longueur linéaire de la dossière. Et d'ailleurs, sur cette photo, nous pouvons repérer une petite tache qui est ni plus ni moins qu'une aréole. Bien. Il ne faut donc pas mesurer la longueur de la pointe de la queue jusqu'à la pointe du nez, mais tout simplement d'une extrémité à l'autre de la carapace. Bien. Nous en venons maintenant au sujet de la terminologie des écailles. Donc, à quelques exceptions près, la disposition des écailles est assez semblable pour la plupart des espèces. Chaque écaille peut être désignée par un terme scientifique précis, ce qui est très utile d'ailleurs pour la description de certaines caractéristiques d'une espèce. Donc nous avons juste ici un schéma, pour ainsi dire, qui va représenter du coup la terminologie des écailles, juste ici. Alors, aréole, un mot qui à retenir, je vais le mettre ici, c'est pas grave, le lexique on va le mettre là. Là on a, là.
Voilà. Bien. Donc, sur la dossière, les 5 écailles de la rangée centrale sont dites vertébrales ou centrales. Et de chaque côté, eh bien, elles sont entourées par une rangée d'écailles qui sont quant à elles appelées les écailles costales ou latérales. Les écailles du bord maintenant eh bien, sont dites marginales, tandis que l'écaille antérieure, juste ici, est dite nucale et celles de l'arrière sont dites supracaudales. Le plastron, quant à lui, est composé de 6 paires d'écailles. De l'avant à l'arrière se succèdent eh bien, les écailles gulaires, humérales, pectorales et anales. La petite écaille près de la base du membre antérieur est dite axillaire, tandis que celle qui est près de la base du membre arrière est dite tout simplement inguinale. Comme nous le disons, cette disposition dont on n'a pas encore véritablement compris quels avantages particuliers elle représente pour l'animal, est assez constante pour toutes les tortues terrestres, même si leurs ancêtres communs remontent à la période du Jurassique. Eh bien, il est toutefois de trouver dans de nombreuses espèces des individus présentant des anomalies dans la disposition des écailles de la dossière. En particulier les vertébrales et les costales, dont la forme ou la position peuvent être anormales ou qui peuvent être en surnombre. Ça peut arriver. Eh bien, ces anomalies, qui ne sont absolument pas nuisibles pour l'animal, constituent plutôt une certaine curiosité, hein, voyez-vous. Pour ce qui est maintenant de la tête et du cou, eh bien, toutes les tortues terrestres ont la capacité de retirer plus ou moins complètement la tête à l'intérieur de leur carapace. Ce mouvement est possible grâce à la présence d'un cou plutôt long et flexible qui compose la rigidité de la structure globale des chéloniens. Je pense que c'est important tout de même de le souligner. Dans les sous-ordres des cryptodires auxquels appartiennent les tortues terrestres, le cou se retire à l'intérieur de la carapace en formant un S, tandis que dans les sous-ordres des pleurodires, eh bien, il est plutôt plié sur le côté de la dossière et ne rentre pas à l'intérieur. Les yeux, quant à eux, sont plutôt ronds et protégés par des paupières mobiles, et derrière les yeux, les membranes tympaniques apparaissent comme une large écaille ovoïde. Comme chez tous les reptiles, eh bien, il n'y a pas de pavillon auriculaire. Ces animaux n'ont pas non plus de dents, mais plutôt des mâchoires avec des bords cornés coupants qui forment une espèce de bec, pour ainsi dire. Donc un bec dit rhampothèque, utilisé pour couper les aliments en morceaux afin de les avaler plus facilement, car la tortue ne mâche pas. C'est important également de le souligner. La langue, quant à elle, eh bien, elle est charnue et peu mobile. Dans le cerveau se trouvent les centres de la vue et de l'odorat qui sont très développés. Ce sont en effet les deux sens les plus aigus chez la tortue et c'est grâce à eux qu'elle s'alimente. Le cerveau se caractérise par la capacité de supporter les carences en oxygène bien mieux que les mammifères. Donc nous avons un nouveau mot. Rhampothèque. Donc rhampothèque, un mot qui peut bien entendu vous être utile lors de vos éventuelles études. Alors, qu'en est-il des membres, me diriez-vous? Eh bien, chez les tortues terrestres, les membres sont ramassés et robustes, capables de soulever la masse du corps et de la lourde carapace. D'ailleurs, les doigts sont généralement au nombre de 5 par membre et dotés d'ongles. Toutefois, sur le membre arrière, eh bien, un doigt est de taille réduite et dénué d'ongles. Les doigts sont soudés
et seuls les ongles peuvent être distingués. Les pattes sont en partie recouvertes d'écailles cornées qui protègent la partie de la patte qui reste exposée lorsque la tortue rentre entièrement dans sa carapace. Étant donné la rigidité de la carapace, les membres doivent sortir sur le côté et forment un angle pour pouvoir soulever le corps du sol. C'est d'ailleurs une position très fatigante pour les muscles, surtout chez les sujets de grande taille, et c'est la raison pour laquelle on voit souvent les tortues terrestres se reposer, le corps complètement appuyé contre le sol. Bien, nous continuons maintenant avec le sujet des organes internes, à savoir que chez les tortues, la position des organes internes diffère de manière assez importante de celle des mammifères. En outre, ces reptiles ne sont pas dotés de diaphragme, donc le muscle qui, chez les mammifères, sépare le thorax de l'abdomen. C'est la raison pour laquelle, chez les chéloniens, l'intérieur du corps n'est pas divisé en deux cavités, soit thoracique et abdominale, mais constitué d'une seule cavité coélomique. Le foie est très grand et avec les muscles pectoraux et le cœur, il occupe la moitié avant de la cavité viscérale. Le cœur se différencie de celui des mammifères car il est divisé en 3 cavités et non pas en 4, 2 oreillettes et non un seul ventricule. C'est la raison pour laquelle le sang oxygéné qui vient des poumons et le sang veineux qui vient du corps se retrouvent ensemble dans le ventricule. Toutefois, la présence d'une paroi incomplète et les différences de pression à l'intérieur du corps font que les deux types de sang restent en pratique séparés. L'estomac est semblable à celui des mammifères, par contre, et il produit des enzymes digestives. Le pancréas et le foie produisent des enzymes et des sels biliaires, comme pour les mammifères. L'intestin plus long chez les espèces herbivores et plus court chez les espèces carnivores est constitué de 2 parties, l'intestin grêle et le côlon. Comme chez tous les reptiles et chez les oiseaux, à la fin de l'intestin se trouve une structure qui est absente chez les mammifères, donc le cloaque. Il s'agit d'une structure composée de 3 compartiments successifs. Le coprodéum qui recueille les fesses, l'urodéum qui reçoit les conduits de l'appareil urogénital et le proctodéum qui collecte les matières avant l'évacuation. Donc, qui sont des termes plutôt techniques que je vais écrire juste là, qui peuvent bien entendu vous être utiles encore une fois lors de vos analyses, études et j'en passe. Parfait. Sachez que le cloaque s'ouvre à l'extérieur par une fissure longitudinale dans la queue, donc que l'on nomme tout simplement l'ouverture cloacale. Les poumons, quant à eux, ils sont très vastes et adhèrent à la surface dorsolatérale de la dossière. Très différents des poumons des mammifères, ils ont une structure semblable à celle d'une éponge en position de repos. Ils occupent par exemple la moitié dorsale de la cavité corporelle, mais ils se réduisent à 1/5 lorsque la tête et les 4 membres sont complètement rentrés dans la carapace. Étant donné qu'ils sont rattachés de tous les côtés, contrairement à ce qu'il se passe chez les mammifères, si on les pique, ils ne se dégonflent pas. Une fine lamelle de tissu conjonctif sans muscle sépare les poumons des organes sous-jacents. Étant donné que le thorax ne peut pas se dilater du fait de la rigidité de la carapace, la respiration s'effectue par l'action des muscles qui se trouvent près de la base des membres antérieurs.
Lorsque ces muscles se contractent, l'espace dans la cavité coélomique s'élargit et il se crée une pression négative qui aspire l'air dans les poumons. Ensuite, pour expirer, les viscères sont poussés contre la surface ventrale des poumons par l'expansion de ces muscles. Le système urinaire est composé de reins, des uretères et de la vessie urinaire. Les reins se trouvent derrière le bord arrière des poumons, au niveau de la partie postérieure de la carapace. Contrairement à ce qui se passe chez les mammifères, les uretères ne débouchent pas dans la vessie, mais dans le cloaque, d'où l'urine s'écoule ensuite dans la vessie, qui a également la fonction d'emmagasiner le liquide, constituant ainsi une réserve hydrique. C'est important d'avoir ça à l'esprit. En cas de nécessité, les tortues ont en effet la capacité de réabsorber et donc d'utiliser l'eau contenue dans la vessie urinaire. L'urine est composée de deux parties, une plus liquide de couleur claire et parfois très visqueuse, et une partie semi-solide et blanchâtre, constituée d'urate. Lorsqu'une tortue est attrapée, il n'est pas rare qu'elle déclenche un mécanisme de défense consistant à émettre des fesses et à vider sa vessie urinaire. La femelle possède deux ovaires placés sous les reins qui, lorsqu'ils sont en activité, augmentent notablement de taille jusqu'à occuper une grande partie de la cavité coélomique. Les oviductes sont les organes qui accueillent l'ovule et où se forme l'œuf. Il se termine d'ailleurs dans le cloaque. L'oviducte a la capacité de conserver le sperme du mâle pendant des périodes relativement longues, à tel point qu'après un seul accouplement, une femelle peut pondre des œufs fertiles à des mois, voire des années d'intervalle. Ça, c'est une capacité assez particulière, je trouve. Le mâle possède deux testicules de forme ovoïdale qui se trouvent à l'intérieur du corps, près des reins d'ailleurs. Le pénis au repos est retracé à la base de la queue, tandis que pendant l'accouplement, il est dilaté pour véhiculer le sperme dans le cloaque de la femelle. Contrairement à celui des mammifères, le pénis d'une tortue mâle ne contient pas l'urètre et sa fonction est exclusivement reproductrice. Bien. Alors, pour ce qui est du système nerveux et organes sensoriels ainsi que l'appareil respiratoire, nous allons à présent nous pencher sur l'ouvrage du coup l'Atlas de la thériophilie volume 2 les tortues terrestres et aquatiques de Animalia Édition. Alors il faut savoir que le cerveau des reptiles représente, selon les espèces, de 0,5 à 1% du poids du corps. Ces animaux sont dits lysencéphales, leur cerveau antérieur, le télencéphale, est dépourvu de circonvolution cérébrale, mais ils ont été les premiers invertébrés de la planète à être dotés de 12 paires de nerfs crâniens. Leur encéphale est enveloppé et protégé par deux feuillets méningés, alors qu'il en existe 3 chez les mammifères. La pie arachnoïde, très vascularisée, qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière. La dure-mère, épaisse et pratiquement avascularisée. L'espace sous-arachnoïdien, situé entre l'arachnoïde et la pie mère, est donc virtuel chez les reptiles. Donc je vais tout de même vous noter le terme lysencéphale, qui peut encore une fois vous être utile. Sachez également que la moelle épinière s'étend jusqu'à l'extrémité de la queue. Il est d'ailleurs supposé que les reptiles fonctionnent plus sur la base de réflexes segmentaires qu'à partir de stimulation cérébrale, ce qui implique que les mouvements du corps sont plus autonomes par rapport au cerveau que chez les mammifères.
Il existera d'ailleurs des centres indépendants de la locomotion à l'intérieur même de la moelle épinière. Toutes les tortues possèdent des tympans, comme je vous disais tout à l'heure. Ces membranes tympaniques sont de fines structures, de forme variable, selon les espèces, discoïdes, ovales ou en forme de fin croissant, souvent pigmentées d'ailleurs, visibles en arrière de la tête de l'animal. Le système acoustique des tortues se compose d'une oreille moyenne et d'une oreille interne séparées l'une de l'autre par une ou deux petites ouvertures. L'oreille interne contient les organes de l'équilibre, les canaux semi-circulaires, l'utricule, le sacule et de l'audition, la cochlée. Chez toutes les espèces, l'oreille moyenne est elle-même compartimentée en deux cavités. Une cavité externe dans laquelle s'abouchent les trompes d'Eustache et une cavité interne remplie de lymphe. La sensibilité auditive est très variable, d'une longueur d'onde de 50 à 1500 Hz selon les espèces. L'appareil olfactif des tortues repose surtout sur l'innervation sensitive des cavités nasales, car leurs organes de Jacobson est très réduit, voire absent, vraiment chez certains lézards ou encore présent chez la plupart des serpents. De vraies paupières sont présentes chez les tortues qui possèdent également une membrane nictitante sur chaque œil. La paupière inférieure est généralement la plus mobile d'ailleurs. L'œil des tortues comprend, comme chez les mammifères, une chambre antérieure et une chambre postérieure. L'accommodation visuelle s'effectue en modifiant la forme du cristallin sous l'effet des muscles radiaires des corps ciliaires qui l'entourent. Du fait de la perte de réfraction de la cornée sous l'eau, eh bien, les espèces aquatiques présentent ainsi un myosis très serré lors de leur plongée. Les canaux naso-lacrymaux n'existent pas chez les chéloniens, il faut le savoir. Les tortues possèdent, semble-t-il, un système de chimiorécepteurs gustatifs assez analogue à ceux existant chez les mammifères, constitués de papilles innervées par le nerf glossopharyngien et disséminées dans la cavité oropharyngienne. Selon les espèces, les papilles sont présentes sur l'épithélium muqueux de la cavité buccale et ou sur la langue. Ça peut bien entendu arriver. Pour ce qui est de l'appareil respiratoire maintenant, eh bien sachez que les narines des tortues sont disposées sur la partie la plus rostrale de la tête. Elles se poursuivent d'ailleurs par les cavités nasales symétriques et séparées l'une de l'autre par une cloison nasale médiane ostéo-cartilagineuse. Ces cavités nasales s'abouchent dans la cavité buccale au niveau des coânes. D'ailleurs, l'organe voméronasal, comme je vous disais tout à l'heure, donc l'organe qui se nomme organe de Jacobson, donc l'appareil chimiorécepteur par lequel chemine l'essentiel de l'information olfactive chez les squamates, donc soit chez les lézards et les serpents, est très réduit, voire absent chez les tortues. L'orifice glottique s'ouvre en arrière et à la base de la langue et se prolonge immédiatement par les premiers anneaux trachéaux. D'ailleurs, la trachée des chéloniens de l'ordre des Cryptodira est très courte, constituée d'une succession d'anneaux complets et se divise, disons, immédiatement en arrière de la tête en deux bronches principales qui longent le cou, ce qui, bien entendu, leur permet de respirer quand la tête est rentrée à l'intérieur de la carapace. Ces deux bronches principales, gauche et droite, se jettent directement dans chaque poumon et se ramifient en deux bronches plus petites, perforées sur toute leur longueur, l'une antérieure et l'autre postérieure. Les poumons, quant à eux, les poumons des tortues sont comme chez tous les reptiles, donc assez primitifs, c'est-à-dire que ce sont de simples sacs tapissés d'alvéoles pulmonaires. Ils s'insèrent sur quasiment toute la face interne de la dossière et sont divisés en plusieurs chambres par de fines cloisons verticales, ce qui leur confère un aspect spongieux. Une seule portion des poumons n'est pas fixée sur des structures rigides de la cavité
coélomique, c'est une membrane abusivement appelée membrane diaphragmatique, adhérente ventralement à certains viscères adjacents. Le diaphragme, tel qu'il est connu chez les mammifères, est absent chez tous les reptiles. Chez ces animaux, on ne parle donc pas de cavité pleurale ni péritonéale, mais tout simplement de cavité coélomique. D'ailleurs, le volume total des poumons des reptiles est supérieur à celui des mammifères, mais leur surface d'échange est moins importante, par contre. Au repos, le volume occupé par les poumons correspond à la moitié du volume total de l'intérieur de la carapace. Quand même pas à négliger. Mais ce volume pulmonaire devient considérablement réduit, soit divisé par 5, lorsque les 4 membres sont bien entendu repliés dans la carapace, car les extrémités antérieures et postérieures des poumons sont rattachées à la musculature des 4 membres. Sur le plan respiratoire, eh bien, sachez qu'il existe un point commun à tous les reptiles. Donc, ces animaux résistent tous de manière plus ou moins spectaculaire, selon les espèces, à l'anaérobiose, c'est-à-dire au manque d'oxygène. Cette capacité est particulièrement utile et développée chez les espèces dulcacicoles ou marines, ça va de soi, au cours de leur plongée subaquatique, mais aussi chez les espèces terrestres après une activité physique intense ou pendant l'hibernation. La respiration en anaérobiose est favorisée par plusieurs spécificités anatomo-physiologiques. La lenteur du niveau du métabolisme basal des reptiles, en général, leur permet de respirer moins fréquemment que les mammifères. Notons également que, de manière générale, les espèces terrestres ont une fréquence respiratoire plus élevée que les espèces aquatiques, chez qui leurs périodes d'apnée peuvent être particulièrement longues. Après, tout dépend de l'espèce, encore une fois, bien entendu. La capacité d'extraction de l'oxygène à partir de l'air inhalé est très développée chez tous les reptiles, mais surtout chez les tortues aquatiques, soit 35 à 52% de l'oxygène présent dans l'air inspiré sont assimilés, contre 14 à 30% chez les espèces terrestres. Certaines tortues sont dotées de surfaces d'échange gazeux extrapulmonaires, comme par exemple la peau. Lorsque celle-ci est suffisamment perméable, eh bien, la muqueuse pharyngée et la muqueuse cloacale. Par exemple, la tortue de la famille des Trionychidés sont capables d'absorber par la peau dans l'eau 70% de l'oxygène total assimilé. Cette absorption percutanée est essentiellement conditionnée par la pression partielle en oxygène du sang. En cas d'hypoxie, donc apnée ou insuffisance respiratoire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, on observe une augmentation de la pression artérielle pulmonaire liée à une vasoconstriction de l'artère pulmonaire et une diminution de la pression sanguine sur le trajet veineux pulmonaire de retour. Alors, une moindre quantité de sang oxygéné est alors acheminée vers le cœur puis vers les 2 arcs aortiques, mais le sang veineux systémique issu de l'oreillette droite est, du fait de l'augmentation de pression dans la petite circulation, orientée préférentiellement vers les 2 arcs aortiques au lieu de s'engouffrer dans le tronc artériel pulmonaire, et on appelle cette inversion de sens de la circulation sanguine, shunt intracardiaque droite-gauche. Ce court-circuit de la circulation pulmonaire permet ainsi, en cas d'apnée, d'assurer une certaine perfusion sanguine des organes vitaux. Les reptiles sont capables de supporter de fortes concentrations sanguines d'acide lactique. En effet, l'anaérobiose s'accompagne toujours d'une augmentation progressive de la lenteur d'acide lactique dans le sang. Chez les thérapènes, par exemple, il a été démontré que cette teneur passe de 1 à 62 millimoles
par kilogramme pendant l'hibernation. Cet acide lactique est alors stocké dans les muscles puis redistribué dans le sang en quelques heures à partir du moment où la respiration s'effectue à nouveau normalement. L'acide lactique est ensuite retransformé en glucose dans le foie puis en glycogène dans les muscles. Le déclenchement des mouvements respiratoires semble conditionné par plusieurs facteurs, l'hypercapnie, soit l'augmentation de la concentration sanguine en gaz carbonique, l'hypoxie, donc la diminution de la concentration sanguine en oxygène, la température corporelle. Donc plus la température augmente, plus les besoins de l'animal en oxygène augmentent. Le pH sanguin, inversement proportionnel à la température corporelle. La pression partielle sanguine, en oxygène d'ailleurs, donc PPO2. Il a été démontré qu'il existait d'ailleurs chez Tragémys scripta elegans, soit la tortue de Floride, des récepteurs sensibles à l'étirement du tissu pulmonaire qui participeraient d'ailleurs au déclenchement des phases inspiratoires et expiratoires. D'après l'ouvrage Les tortues terrestres, des éditions De Vinci, que nous avons vu tout à l'heure, nous pouvons tenter de déterminer si une tortue est mâle ou femelle. Et oui, nous continuons la description de cet animal par le sujet du dimorphisme sexuel. Alors pour ce faire, il faudra tenir compte d'un certain nombre d'éléments, à commencer par le plastron. Donc le plastron des mâles de certaines espèces s'avère être plus concave que celui des femelles, qui quant à lui est presque plat. Cette particularité permet au mâle de mieux s'adapter à la forme convexe de la dossière de la femelle pendant l'accouplement. Chez les femelles, ce plastron donc est plat, donc c'est une caractéristique particulièrement évidente, par exemple chez la tortue charbonnière à pattes rouges, qui lui permet d'avoir plus d'espace disponible pour le développement de ses œufs. Chez certaines femelles, par exemple la tortue mauresque, on trouve en outre sur le plastron une articulation qui permet une certaine mobilité dans la partie arrière, de manière à faciliter le passage des œufs. Chez d'autres espèces, par exemple celle du genre Gopherus, eh bien, les écailles avant du plastron du mâle sont très allongées et forment une sorte de bélier utilisé contre les adversaires pendant la saison des amours. En ce qui concerne la dossière, eh bien, les femelles de certaines espèces ont tendance à avoir une dossière légèrement plus convexe, parfois comme chez la tortue charbonnière à pattes rouges, pour continuer de la citer. La carapace des femelles est plus large. L'écaille supracaudale également, cette écaille de la dossière placée directement au-dessus de la queue présente souvent chez les mâles un profil plus recourbé, alors que chez la femelle elle est relativement plate. Cette caractéristique est particulièrement évidente chez la tortue d'Hermann par exemple. Et elle est probablement destinée à faciliter la ponte également. La queue maintenant, les mâles adultes ont en général une queue plus grosse et plus longue et le cloaque est plus loin de la base de la queue. Cette caractéristique est probablement liée à l'accouplement car elle facilite la pénétration du pénis du mâle dans le cloaque de la femelle. Elle est particulièrement marquée dans un grand nombre d'espèces de tortues terrestres, mais assez peu évidente chez les thérapènes. Et la face, chez certaines espèces, par exemple celle du genre Xerobat, eh bien les mâles présentent des glandes localisées sur les côtés de la partie ventrolatérale de la mâchoire qui grossissent pendant la saison des accouplements. Chez les thérapènes, eh bien l'iris de la plupart des mâles est d'une couleur, disons, plus vive que celui des femelles. D'ailleurs, rouge chez les mâles et plutôt marron chez la femelle. Chez certaines espèces, par exemple la tortue spenglérienne, par exemple, eh bien, la couleur de la tête et des yeux est différente selon le sexe.
Il y a aussi les dimensions qui rentrent en ligne de compte, puisque dans la plupart des espèces, eh bien, les femelles adultes ont une taille supérieure à celle des mâles. Et c'est observable chez de nombreuses espèces. C'est pour ça que c'est un élément qui est aussi à prendre en considération. Bien. Sachez que les tortues sont parmi les animaux qui vivent le plus longtemps. Même s'il n'y a guère de certitude à cet égard, semble que de nombreuses espèces terrestres puissent vivre un siècle, les tortues géantes des Galapagos, par exemple, peuvent probablement vivre plus de 200 ans. Mais les tortues les plus courantes, par exemple celles des genres Terrapène et Tessudo, peuvent vivre plus de 100 ans. C'est quand même un record assez exceptionnel, notamment à notre échelle. Pour ce qui est de la thermorégulation maintenant, un sujet qui est aussi important à aborder au sujet des tortues, eh bien, les reptiles sont classiquement considérés comme des animaux à sang froid, c'est-à-dire ectothermes. Car pour conserver une température corporelle appropriée, ils doivent utiliser des sources de chaleur extérieures, le sol essentiellement, d'une manière directe ou indirecte, et non pas leur métabolisme comme le font les animaux dits à sang chaud, soit les oiseaux et mammifères, c'est-à-dire des espèces endothermes. Alors cette explication, bien qu'un peu approximative, nous permet de comprendre la différence entre ces deux types d'animaux. Toutefois, les reptiles parviennent à maintenir une température corporelle constante et se déplaçant dans les différentes zones de leur environnement, qui ont des températures différentes. Par exemple, ils se déplacent au soleil en s'exposant sur un rocher chauffé par les rayons pour augmenter leur température, et puis ils vont aller à l'ombre ou sans terre lorsqu'ils veulent éviter que leur température ne monte. En fait, les reptiles changent de température corporelle aux différents moments de la journée. Selon leur niveau d'activité, bien qu'un grand nombre d'entre eux soient capables de maintenir une température corporelle assez constante lorsqu'ils sont actifs. Un grand nombre de reptiles régulent activement leur température corporelle par leur comportement. Dans ce cas, on parle alors de thermorégulation comportementale. La gamme de température où les reptiles mènent leur activité normale est définie comme la plage d'activité. Et elle comprend un minimum et un maximum qui varient selon les espèces. Aux deux extrémités de cette plage se trouvent les températures minimum et maximum volontairement. Les températures les plus basses et les plus hautes sont si possible évitées. À l'intérieur de cette plage, un grand nombre de reptiles ont également une plage plus restreinte, dite plage de température corporelle préférée. En dehors de leur plage d'activité se trouve un minimum et un maximum thermique critique, c'est-à-dire des températures auxquelles les reptiles cessent de fonctionner normalement et de se déplacer. Outre ces températures critiques, on trouve un minimum et un maximum mortel, au-delà duquel une mort rapide intervient. Pour ce qui est de la gestation d'un terrarium, eh bien, il est particulièrement important d'assimiler la notion de température corporelle préférée, qui est la plage de température
optimale qu'il faut fournir aux reptiles pour permettre la thermorégulation dans la gamme de température correspondant à sa température corporelle préférée. L'animal peut mener toutes ses activités physiologiques, par exemple la digestion, l'assimilation de la nourriture et les fonctions immunitaires sans problème. Cette plage de température qui varie selon les espèces peut être restreinte chez certains et plus large chez d'autres, c'est important également de le souligner. Lorsque la saison est trop froide pour qu'elles puissent continuer leur activité physiologique, eh bien les tortues des climats tempérés entrent dans une phase de vie suspendue que l'on appelle hivernation ou léthargie. Elles creusent d'ailleurs dans le sol un trou où elles se placent pour se protéger du froid, réduisant au minimum tout leur métabolisme en attendant l'arrivée de la saison chaude suivante. On observe alors un phénomène très semblable appelé estivation dans des milieux arides. Dans ce cas, également, les tortues s'enterrent dans un trou et diminuent nettement leur métabolisme, mais cette fois pour se défendre de la chaleur excessive et de la déshydratation en attendant une période plus fraîche ainsi qu'humide. Voilà à peu près pour ce qui est du sujet de la thermorégulation. Bien. Ce qui est du comportement social maintenant, eh bien sachez que des études comportementales ont été menées sur la tortue et plusieurs zones qui à la base étaient inconnues pour ne pas dire floues. Eh bien ces zones ont pu être éclairées. Les tortues sont des animaux asociaux qui n'éprouvent aucun intérêt pour leurs semblables, si ce n'est pendant les périodes d'accouplement bien entendu, ou lorsqu'elles doivent défendre le territoire contre d'éventuels envahisseurs. Chez certaines espèces, les mâles essaient de chasser de leur territoire les autres mâles qui s'y sont aventurés en engageant bien entendu des luttes furibondes à coups de carapace, essayant de renverser leur rival. C'est pourquoi il peut être dangereux de placer dans un même terrarium ou dans une même enceinte plusieurs spécimens, surtout des mâles. En effet, les luttes qui les opposent et les attaques continuelles sur les femelles provoquent du stress et des blessures. L'intérêt pour leurs petits est quasi inexistant, à tel point qu'une fois qu'elles ont recouvert de terre le nid où ont été pondus les œufs, eh bien, elles ne s'occupent plus de leur progéniture, tout simplement. Et ça, c'est un phénomène qui est récurrent chez de nombreuses espèces issues des espèces de la branche herpétologique, pas que chez les tortues. Enfin, pour terminer sur la description de cet animal, eh bien, nous allons nous intéresser aux habitats qu'il fréquente, ainsi que sur son alimentation qui varie d'une espèce à l'autre. C'est pourquoi nous clôturons ce cours par les écrits de l'Atlas de la Theriophile volume 2, les tortues terrestres et aquatiques de Animalia Édition, d'accord ? À savoir que les tortues occupent un très grand nombre d'habitats. La diversité des formes a permis aux chéloniens de s'adapter au mieux aux écosystèmes à leur rigueur. Leur disparition lorsqu'on se rapproche des pôles est essentiellement due aux trop courtes durées des saisons chaudes qui ne peuvent mener à terme l'incubation des œufs. Les tortues ont conquis 3 grands types d'habitats, à savoir les tortues strictement terrestres, donc Testudinidés vivent dans les forêts humides, Manouria, les savanes, Geochelon elegans, les steppes, Testudo horsfieldi, les prairies, les déserts, Gopherus agassizi, Testudo hermani et divers habitats dégradés. Les seuls territoires vastes qu'elle n'ait pas conquis sont l'Australie et l'Antarctique. Elles se reconnaissent à leurs membres épais pourvus d'écailles cutanées, rigides et protectrices, aux doigts courts, ramassés et arrondis de forme éléphantine d'ailleurs, terminés par des griffes épaisses et courtes. Ceux-ci leur permettent une marche aisée même sur des sols excessivement durs, parfois même abrasifs comme aux Seychelles. La taille parfois imposante des adultes
et les épaisses écailles cutanées les autorisent à se déplacer à terrain découvert sans crainte par les prédateurs. Les plus petites espèces, donc par exemple les espèces comme testudo et j'en passe, utilisent divers trous et éléments de végétation comme abri. À l'extérieur, soit comme par exemple la tortue crêpe qu'on disait tout à l'heure, se glisse dans les anfractuosités grâce à sa forme de galet. La tortue sillonnée ou encore la tortue du désert, voire la tortue des steppes, se sont quant à elles spécialisées dans la construction de terriers lorsque la végétation devient insuffisante, et ce dans les zones subdésertiques ou steppiques. Les juvéniles fréquentent des milieux identiques ou proches de ceux des adultes, souvent non loin des sites de pond d'ailleurs. Ils se cachent davantage durant leurs premières années de vie, bien entendu à cause de la faible ossification de leur carapace. Ces espèces sont herbivores, du moins majoritairement herbivores, quel que soit leur âge, c'est-à-dire qu'elles consomment divers herbacées ou encore des fruits. Elles se nourrissent occasionnellement d'invertébrés, de déjections ou sur des dépouilles. Elles avalent régulièrement des cailloux, des graviers ou des os qui aident probablement à briser les fibres végétales dans le transit digestif. Quelques hémididés ont aussi une très forte tendance terrestre à vivre surtout dans des forêts humides ou des prairies. Néanmoins, ces tortues semi-terrestres restent plus dépendantes à l'humidité du milieu et ont conservé une palmure entre les doigts. Leur régime alimentaire est omnivore avec une tendance carnivore affirmée. Ce sont typiquement les terrapènes, mais aussi certaines Rhinoclémis, Cuora et Geomida ou Geomida. Toutes s'immobilisent lors de la rencontre d'un prédateur et s'enferment complètement dans leur carapace. Une ossature renforcée et le développement de charnières abdominales et dorsales les protègent en effet efficacement. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit plus précisément des tortues-boîtes, bien entendu, qui pratiquent ce type d'activité. Les tortues dulciacicoles sont visiblement sur diverses étendues d'eau, et ce sur tous les continents, mis à part les lieux que je vous ai annoncés tout à l'heure. Elles se caractérisent par des membres palmés qui aident à la propulsion en fonctionnant comme des rames, tout simplement. Toutes dépensent une période plus ou moins longue sur Terre et atterrissent au moins lors de la ponte. D'ailleurs, plus la tortue est inféodée à la vie aquatique, plus la carapace s'allège. En comparaison, les individus très vifs perçoivent les moindres mouvements et bruits, et puis fuient et se cachent sous la végétation ou encore sous les cailloux, voire les bois morts. Ils s'ensoleillent en général en groupe et détectent ainsi encore plus vite les intrus. Les tortues à carapace molle, quant à elles, protègent leur corps en s'enfouissant dans le sable ou la vase, au fond des marais, des cours d'eau et j'en passe. Sur Terre, toutes miment le comportement des tortues terrestres et semi-terrestres, mais restent tout de même plus vulnérables. Les tortues des cours d'eau sont les plus aquatiques de toutes, et c'est parmi celles-ci que l'on trouve des très grandes espèces à carapace de cuir, telles que Pelochelys bidroni, Chytra, Carytochelys. De toute façon, je vous mettrai la diversité des espèces sur le site internet, comme d'habitude. Ce sont des espèces qui sont d'excellentes nageuses, excepté la Macrochelys, du fait d'une dossière à la forme très aérodynamique et d'une très large palmure des membres arrière. Les membres avant sont parfois même modifiés en palettes natatoires comme Apalone Carytochelys, soit la tortue molle à épines. Un cou et des narines allongées leur permettent également de rester discrètes lors de leur respiration à la surface et diverses adaptations, respiration cutanée, pharyngale, cloacale, extension des aires pulmonaires, donc les autorisent bien entendu à rester plus longtemps sous l'eau.
Les autres tortues occupent divers milieux, des zones à faible courant par exemple, des lacs, des barrages, des marais, des canaux, diverses étendues d'eau permanentes et temporaires et leurs milieux terrestres alentours. Du fait de l'assèchement de certains de ces habitats, elles effectuent plus ou moins périodiquement des migrations sur Terre pour rejoindre d'autres zones aquatiques. Alors, certaines préfèrent rester sur Terre et s'enfuir pendant la période défavorable, comme la Chlamys pseudimidura, par exemple, pour une estivation ou une hibernation. Les marcheurs de fond, comme Kinosternidés, Chélédrididés, pratiquent très peu la nage et passent souvent inaperçus dans le lit de la rivière. Leur technique de chasse s'adapte alors à Macrochélis, donc attend la bouche ouverte la venue des proies. Les autres cherchent leur alimentation dans les herbiers du fond. Alors quelques espèces vivent même dans l'eau saumâtre de façon temporaire, telles que Chelodina obunga ou permanente comme la Malaclémis. Les juvéniles, quant à eux, vivent habituellement dans des milieux proches mais moins profonds que les adultes tout de même, et à la végétation plus dense où ils peuvent aisément se cacher et trouver des proies de faible taille. En grandissant, bien entendu, ils occupent d'autres portions du milieu aquatique et changent progressivement de régime alimentaire. La plupart des juvéniles sont omnivores avec une forte tendance carnivore. Ce n'est qu'ensuite qu'ils peuvent modifier leur habitude pour un régime herbivore tel que Pseudémis conxina et P. nelsoni également. Néanmoins, un grand nombre restent carnivores ou omnivores toute leur vie. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Alors certaines tortues développent des adaptations de très larges mâchoires, par exemple pour briser les coquilles de mollusques, une ossature du coup particulière pour gober les proies, comme par exemple la matamata, hein, bien entendu, un appendice pour leurrer les poissons, comme la langue du juvénile, une mâchoire puissante et coupante pour empaler les proies. Les tortues marines maintenant ont conquis tous les océans, mais la plupart restent près du plateau continental et ne s'aventurent que rarement en haute mer. Je pense que c'est vraiment important de préciser, bon, excepté Dermochélis coriaceae. Toutes sont de grande taille, ce qui est un avantage contre les prédateurs marins bien entendu. Alors les plus petites dépassent les 40 kg, telles que l'Epidochélis, et les plus grosses sont proches de la tonne comme Dermochélis. Seules les femelles atterrissent brièvement sur Terre. Elles sont mal adaptées à ces séjours terrestres d'ailleurs, qu'elles limitent à un court parcours sur la plage. Par contre, leur forme profilée et la transformation des membres avant en nageoires en font des nageuses émérites, bien entendu. Alors les juvéniles vont de leur première année flotter et dériver au gré des marées et souvent vivre dans un environnement de radeaux d'algues flottantes. L'air présent dans leurs poumons agit comme des flotteurs et les empêche de sombrer. Elles n'acquièrent l'aptitude à réellement plonger que lorsqu'elles vieillissent. Elles fréquentent ensuite les mêmes herbiers que les adultes pendant quelques années et n'effectueront les grandes migrations pour aller pondre ou s'accoupler qu'une fois adultes. Alors ces espèces sont omnivores ou carnivores et certaines possèdent des adaptations pour améliorer leur performance, comme par exemple une gueule pourvue d'indentation pour avaler les méduses, donc ça va être le cas par exemple pour la Dermochélis, ou encore une mâchoire puissante pour briser les coquilles, et ça va être le cas pour la Caretta. Donc vous avez ici la représentation des tortues issues de toutes les grandes familles, à savoir les tortues terrestres, les tortues plutôt aquatiques, disons d'eau douce, voire un peu saumâtres, et
les tortues marines. Bien, comme vous avez pu le constater, la tortue est synonyme d'originalité, d'unicité même. C'est un animal qui a su s'adapter à une multitude d'environnements. Un animal qui a traversé les âges. Un animal qui était là bien avant nous et qui le sera bien après. Du moins, si nous tentons de préserver la maison que nous partageons avec lui.